Voici donc venu le moment de l'analyse politique de la loi de finances pour 2014 au regard de l'exécution du budget qui nous est présenté par le gouvernement. On peut caractériser cette exécution par deux termes: des engagements tenus, un excès d'optimisme. Certes, bien au-delà du gouvernement, puisque de nombreux analystes financiers avaient partagé cet optimisme, qui ne serait pas grave s'il était que le fait d'un exercice ou de quelques exercices. Le problème, c'est qu'il sévit depuis 35 ans. Et cet optimisme est en grande partie responsable des déséquilibres auxquels nous devons nous affronter aujourd'hui, même si j'observe que cet optimisme, progressivement, au fur et à mesure des années, enfin depuis que je suis ici dans cet hémicycle, se tempère. Ces deux caractéristiques se vérifient à la lumière des chiffres les plus marquants des comptes du budget 2014. Respect des engagements, car l'évolution de la dépense publique a été conforme aux annonces faites en loi de finances. 0,9% ont été évoqués tout à l'heure. Excès d'optimisme, car une fois encore, la prévision de croissance a été bien au-dessus de la réalité. La conséquence immédiate aura été une moindre recette fiscale, à hauteur de 9,7 milliards d'euros, ce qui pèse bien entendu sur la trajectoire de réduction des déficits publics. Encore faudrait-il être en mesure d'indiquer la part de moindres recettes liées à la faible croissance et celles qui pourraient être conséquentes à d'autres mécanismes, tels que la modification du comportement des agents économiques pour éviter l'impôt. Et je rejoins sur ce point la question régulièrement posée par le président de la Commission, Gilles Carrez, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Bref, avec des recettes moindres, la réduction des déficits ne peut pas être au niveau attendu. D'ailleurs, il n'est pas inutile de mettre en parallèle et en relation ce manque à gagner fiscal de 9,7 milliards d'euros avec les dépenses fiscales votées en loi de finances. Je pense précisément au CICE, qui aura fait à l'origine d'une perte de 6,5 milliards d'euros, et à l'allègement fiscal pour 1,3 milliard d'euros pour les ménages les plus modestes. On est à peu près dans les mêmes valeurs, 8 milliards d'un côté, 9,7 milliards. Alors que la prévision de déficit était de 3,6% en loi de finances initiale, ce taux a été constamment revu à la hausse au fur et à mesure que la situation économique ne se redressait pas, pour culminer dans les estimations à 4,4%, ce qui aurait constitué un très mauvais signal en comparaison du déficit de 2013 arrêté à 4,1%. Heureusement, quelques ajustements budgétaires et un léger redémarrage de l'activité fin 2014 auront permis de passer juste en dessous de la barre des 4,1% pour terminer à 4%, pour sauver la face. Ceci dit, il faut bien prendre en considération que les avantages fiscaux consentis aux agents économiques, je les ai évoqués, 6,5 milliards d'euros aux entreprises au titre du CICE en dépenses nettes et 1,3 milliard aux ménages à travers le pacte de solidarité, tout en marquant une totale rupture dans la logique fiscale qui avait prévalu depuis les années 2010, ont privé l'État d'une recette équivalente aux moindres rentrées fiscales. Autrement dit, sans les baisses d'impôts, certes prises en compte en loi de finances initiale, uniquement pour les CICE, me semble-t-il, le déficit serait, pour la loi de règlement 2014, très proche des 3,6% attendus. À l'inverse, les recettes liées à la lutte contre l'évasion fiscale des particuliers, résultant de la loi contre la fraude et la grande délinquance financière, sont venues compenser pour partie ces dépenses fiscales, ce qui permet au passage de souligner la réussite de cette politique qui aura précisément permis de financer la totalité de la baisse d'impôts sur les ménages. Recettes d'1,9 milliard d'euros pour la lutte contre la fraude fiscale, dépenses d'1,3 milliard d'euros pour les ménages, pour 4 200 000 ménages modestes, par la réintégration dans l'assiette fiscale de revenus détournés par les personnes les plus argentées, et ceci dès 2014. Finalement, si 2014 marque une sorte de pause dans la réduction des déficits budgétaires, c'est avant tout le résultat d'un choix politique de ne pas peser trop fortement sur l'activité économique. Mais il faut insister sur le fait que cette pause aura été non le résultat d'un relâchement dans l'objectif d'économie des dépenses publiques, mais d'un soutien aux entreprises et aux ménages. Seule cette stratégie, de fait, pouvait recueillir l'assentiment de l'Union européenne et permettre de repousser à 2017 l'objectif des 3%.
Il faut d'ailleurs expliquer à cette occasion, puisque l'on fait souvent le reproche au président de la République et au gouvernement de ne pas avoir renégocié le pacte de stabilité, que cela a été néanmoins et de fait réalisé. Certes sournoisement, puisque l'échéance de 2013 pour les 3% a d'abord été repoussée à 2015, puis à 2017. Mais il ne faut pas le dire trop fort. L'orthodoxie budgétaire de l'Union européenne aura donc conduit à biaiser pour ne surtout pas faiblir sur la trajectoire de baisse des dépenses publiques, quitte à lâcher du lest sur les recettes fiscales. Et peut-être que l'optimisme de recettes et de croissance, quelque part, pouvait un peu préparer cet ajustement sur l'affaiblissement de la courbe de la trajectoire des baisses des déficits publics. Donc le gouvernement aura tenu bon sur ses objectifs de baisse de dépenses, même si le ralentissement économique et la baisse de l'inflation auront pu l'y aider. C'est le revers positif de la médaille qui, sur l'autre face, réduit les rentrées fiscales. Pour autant, la baisse des dépenses publiques peut avoir un effet récessif sur l'activité et sur l'emploi. Et il n'est pas certain que ce risque soit bien mesuré par tous, en tout cas sans doute pas par la droite parlementaire, qui propose constamment d'amplifier ces baisses de dépenses à un niveau 2 fois supérieur au processus en cours. Ce serait une folie absolue et le résultat d'un dogme qui consiste à penser que l'emploi privé est systématiquement source de richesse quand l'emploi public ne serait qu'une charge. Si on tente de mesurer l'impact direct des politiques publiques sur l'emploi, on observe un coût pour la collectivité des emplois aidés par emploi entre 10 et 15 000 euros par an, je parle des emplois d'avenir, des contrats de génération, pour un coût entre 70 000 et 100 000 euros par emploi pour les aides privées, CICE et autres dispositifs. Sachant que pour le premier, l'effet est précis, connu et immédiat, alors que pour les seconds, il est décalé et incertain. Il ne s'agit pas dans mon propos de caricaturer tel ou tel dispositif, mais d'approcher le sujet avec le plus d'objectivité possible, sachant que ces chiffres doivent sans doute être modulés. A contrario, on ne connaît pas avec suffisamment de précision le coût en emploi de la baisse des dépenses publiques. Monsieur le ministre, il serait utile que la représentation nationale et peut-être même le gouvernement puissent être mieux éclairés sur ce point. Concernant la croissance, et je veux terminer sur ce sujet essentiel, elle est toujours plus faible que prévu et qu'annoncée depuis 35 ans. Elle conduit d'année en année à reproduire les mêmes déséquilibres budgétaires. En 2014, on constate 9,7 milliards de moindre rentrée fiscale pour une moindre croissance qu'annoncée de 0,7 points, 0,2 au lieu de 0,9. En 2013, c'était 15 milliards de manque à gagner fiscal pour un déficit de croissance de 0,5 points entre la croissance annoncée à 0,8 et la croissance constatée à 0,3. Mais peut-être qu'on pourrait constater le phénomène inverse en 2015, puisque la croissance sera sans doute un peu supérieure à ce qui a été annoncé. Et il sera alors particulièrement intéressant d'observer et surtout d'analyser la réalité des recettes fiscales au regard des préventions. Peut-être qu'on pourra ainsi apporter un début de réponse à la question posée régulièrement par Gilles Carrez et que je relais aussi, de savoir si, malgré cette croissance plus élevée, nous continuons à avoir des pertes fiscales par rapport à ce qui est annoncé. Mon pari est que ce ne sera pas le cas et que l'option avancée régulièrement par Gilles Carrez ne représente sans doute qu'une petite partie de l'explication de nos moindres recettes fiscales. Cette embellie modeste de la croissance nous fera du bien, surtout à l'emploi, mais nous devons rester lucides et ne pas retomber dans les travers habituels d'un optimisme systématiquement douché et démobilisateur quand vient le moment des bilans. En effet, nombre d'observateurs avisés nous prédisent une croissance de long terme plutôt molle, autour de 1%. Et il ne faudrait pas que le rebond de 2015-2016, un peu en réaction aux années précédentes moins bonnes, nous conduise à une nouvelle illusion. Et d'ailleurs, ces prévisions à long terme de 1% doivent nous conduire à relativiser et à revisiter ces notions de déficit structurel et conjoncturel. Comme je le dis souvent, quand le structurel devient conjoncturel, il y a problème. L'enjeu est bien de construire une société de l'activité et de l'emploi avec une croissance faible.
sur la base de nouveaux indicateurs de richesse qui prennent réellement en compte le développement durable et les formes émergentes d'économie. Merci. Merci.